On repart les amis, on repart avec Carlos Gomez. Salut Carlos, donc directeur général de Buy My Car, que je connaissais pas d'ailleurs je dois dire. C'est un groupe important de Mais oui. distribution, oui. Donc on parle de la distribution automobile, voilà le titre, je l'ai vu dans une des interviews que tu as données récemment, la distribution automobile doit se révolter, t'as dit, contre la... Bon, donc on va parler de tout ça, mais donc Buy My Car, ce que je voyais c'est 18 marques, 83 points de vente, 70 000 véhicules par an. Oui, plutôt 85 même. Plutôt 85 000 même. VNVO, toutes marques confondues. 2 millions, 2 parce milliards. qu'il y a eu, et puis parce qu'il y a eu une explosion, notamment sur le véhicule d'occasion à la sortie du premier confinement. C'est ça, c'est-à-dire il y a eu une année, si on est à cheval, on fait été 2020, été 2021, on est sur une année assez dingue. C'est une croissance naturelle du groupe. Donc en fait, on a aujourd'hui des concessions pratiquement partout en France. Ouais. On fait de ces 85 000 voitures à peu près 50 000 VN et 35 000 VO. VN, c'est des véhicules neufs, hein, voilà, véhicules qui sont immatriculés pour une première fois à client final. Et VO, véhicule d'occasion. Véhicule d'occasion, voilà. Alors, juste, je le dis d'un mot, Carlos Gomez, je le connais depuis assez longtemps. On cherchait justement, ça fait sans doute une bonne quinzaine d'années, parce que tu as fait, Carlos, toute la planète automobile, pratiquement. C'est-à-dire, tu as dirigé Fiat en France, oui. Et puis après ou avant, enfin j'ai noté ça, mais PSA Amérique latine, PSA Chine, pour relancer d'ailleurs PSA en Chine, ce qui était un truc... difficile. Visiblement, c'est ça. Mission impossible. Oui. Et donc là, tu décides, alors c'est intéressant parce que après avoir été cadre dirigeant, etc., tu fais une mutation professionnelle qui intéresse à mon avis beaucoup de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Tu dois être au tournant de la cinquantaine, j'imagine, voilà. Et à un moment, tu décides de prendre du capital dans une boîte et d'essayer de créer autrement la richesse. Moi, j'ai fait 30 ans d'automobile côté constructeur. En gros, j'ai fait 8 ans de Renault, 12 ans de Fiat, où j'étais effectivement président de Fiat en France, en Espagne et au Portugal, donc toute l'Europe du Sud. Et puis en 2010, PSA, où j'avais commencé ma carrière, d'ailleurs chez Citroën au Portugal, est venu me chercher, Philippe Varin à l'époque, pour prendre le poste de patron de la région Amérique latine, en charge de la R&D, en charge de la production, des achats. Très importante, on le sait assez peu, mais pour les constructeurs français, très importante. Donc c'était une expérience magique. Et puis après, Carlos Tavares, mon chef, m'a demandé d'aller en Chine en 2018. Et à un moment donné, j'ai senti que j'avais fini en fait. J'avais donné. Pour moi, le cycle, je pense que j'avais fait plus que je n'avais pensé au départ. J'ai fait des expériences incroyables et j'avais envie d'entreprendre là où les choses vont se passer. Mais non, c'est là où ça me sidère. C'est pas là où ça se passe. Ah, pourquoi ? Mais parce que c'est un secteur, la distribution automobile indépendante des constructeurs. Moi, j'avais dans l'idée, mais je me gourre parce que je te fais confiance, tu vas m'expliquer. Mais j'avais dans l'idée que c'était forcément en voie d'attrition petit à petit. Les constructeurs vont reprendre le contrôle de leur propre vente, non ? Avec la vente directe et l'ensemble de ce qui peut se développer. Alors, beaucoup de choses sont en ouvert, effectivement. Et moi, j'ai pas cette conviction. Cette conviction est du fait que le consommateur, lui, cherche de la diversité. D'ailleurs, si tu vois bien, par exemple, dans le domaine de B2B, les entreprises, à un moment donné, les constructeurs ont voulu encercler les entreprises dans un choix monoproduit, monomarque. Et donc, de là sont nés Arval, LeasePlan et toutes ces sociétés. Donc ça, c'est des filiales des grandes banques, de BNP, de SocGen. Et elles ont compris que le client voulait en fait un choix naturel, un choix de véhicule, un choix de service, et que l'écosystème constructeur les enfermait trop. Ce qui va se passer, en tout cas de ma conviction, c'est que le consommateur, il est en train de changer. Alors la voiture change parce que la voiture sera plus propre, avec des moteurs électriques, puis les jeunes, les consommateurs urbains cherchent de la mobilité différemment, et tout ça, ça va faire en sorte que la distribution va évoluer. Elle va évoluer parce que les constructeurs doivent baisser leurs coûts, certes, première chose, et va évoluer parce que le consommateur cherche autre chose, et puis d'autres produits, d'autres services vont arriver. Aujourd'hui, les concessions, en fait, elles répondent aux services classiques. Je vends un véhicule neuf, je vends un véhicule d'occasion, je fais de la prévente, parce que c'était ça qui était, je dirais, l'écosystème créé par les constructeurs, et c'était ça que le consommateur voulait. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui veulent une voiture pour
1 mois, 6 mois, qui veulent un abonnement, qui ne veulent pas d'engagement. Tu sais, donc ça change. PSA, alors je crois que c'était Peugeot, avait sorti, ça doit être il y a 10 ans, un truc, c'était le mu grec. Oui. Tu te souviens de ce truc auquel personne n'a jamais rien compris? C'était ça. Oui. Sauf que, et en fait, ta conviction, c'est que les constructeurs sont incapables en fait d'organiser ça eux-mêmes parce que justement, il faut que ce soit fait en toute diversité, avec toutes les formes de transport possibles. Je ne dirais pas incapable. Mais tu le penses très fort. Ils sont obligés de fonctionner dans un écosystème qui est propre. Ils ne peuvent pas dire autre chose. Ils doivent pousser de la voiture. Ils doivent pousser de la voiture. Les usines, alors juste pour donner quelques chiffres aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est l'automobile? C'est en fait 1,2 milliard de parcs installés. C'est une capacité installée industrielle de 190 millions de voitures par an. C'est 90 millions de voitures neuves, 22 par an. C'est 170 millions de voitures d'occasion, 22 par an. Ouais. C'est 300 usines en Europe. C'est 15 millions de personnes. Et alors, ça veut dire quoi tout ça? C'est 200 milliards de profits. Donc, ce que je dis, c'est qu'en fait, la mobilité, puisque ça a été le gros débat des dernières années, c'était que la voiture était finie et que, voilà. C'était un peu la discussion. Ça allait je me souviens, moi je continue à lui rendre hommage à Carlos Ghosn, qui disait, tout le monde dit, la voiture ça va être une commodité. Mais pas du tout, disait Carlos Ghosn. Pas du tout, bien au contraire. Elle va se personnaliser au maximum. Et puis c'est une voiture différente, bien évidemment, mais la mobilité est un crescendo. Alors, je vois les jeunes, par exemple. Les jeunes, on dit les jeunes urbains ne veulent pas de voiture. Certes, mais les jeunes, je les vois aussi, dès qu'ils mourissent, ils ne veulent pas arrêter la mobilité. Ils ne veulent pas arrêter de se locomotiver. Et puis ça, c'est vrai peut-être, allez, on va dire dans 2 ou 3 grandes villes de France. Bien sûr. Mais tout le reste... Tu as besoin d'une voiture aujourd'hui pour vivre, point à la ligne. La voiture restera au centre de la mobilité. Il n'y a pas d'objet meilleur que la voiture pour répondre à ça. Et les distributeurs spécialisés ont une place à prendre là-dedans, tu crois? Oui, parce que, en fait, ce qu'on voit, c'est que les plateformes, en fait, elles essayent d'aborder ce marché, mais de très, très haut. Les constructeurs eux-mêmes, ils ont essayé de monter des opérations dans ces registres, mais qui ont été des pertes colossales, parce que la mobilité, elle est locale. Elle est locale. Le consommateur, il est local. Il achète localement. Exactement. Il achète localement. Après, il se déplace, mais il achète localement. Sur des besoins spécifiques. Sur des besoins spécifiques. Et donc, ce que je pense, c'est qu'en fait, les concessions de marque d'aujourd'hui, demain, elles vont évoluer dans leur portefeuille de services et que, par ailleurs, nous souhaitons être à l'avance de cette je comprends parfaitement. Tu ne peux pas faire ce développement de la mobilité moderne, tu ne peux pas le faire en mass market. Non. Tu es obligé d'avoir des micro-marchés. Absolument. Et ça, il faut être un distributeur spécifique. C'est comme ça que Macar opère, en fait. Si je regarde un petit peu ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en fait le 2e distributeur privé en France. Nous allons faire cette année 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le premier semestre est en ligne avec ses objectifs, malgré le confinement, malgré la difficulté du marché, qui est un peu qui est un peu en vent contraire. Et en fait, nous avons aujourd'hui une expertise locale qui est dans toutes les marques que nous opérons. Ouais. Parmi les meilleurs du marché. Nous privilégions la qualité de service et le taux de pénétration sur le marché. Le reste ne nous intéresse pas. Client bien servi. Mais à un moment, quand même, le constructeur, il va vouloir récupérer. Donc vous êtes multimarque, et donc c'est toi qui as la data du client. On est multimarque, mais chaque concession opère dans sa marque. Ah, chaque concession est monomarque. Cependant, sur notre site bamacar.fr, nous sommes en fait avec l'offre multimarque. Donc on a en fait une double entrée au marché qui est que dans un territoire donné, nous opérons avec une marque et ensuite, sur la toile, sur le digital, nous opérons avec notre site bamacar.fr où le client peut aller jusqu'à l'achat final sans aucune intervention humaine, tant sur un véhicule neuf que sur un véhicule d'occasion. Et ce qui se fait d'ailleurs beaucoup aujourd'hui sur les véhicules d'occasion. Il y a des plateformes aujourd'hui qui sont vraiment très efficaces, je dois dire. Bien sûr. J'ai expérimenté ça en fait, pour tout te dire. Non, c'est vraiment très efficace avec des vendeurs digitaux qui sont en train de faire une mutation. On lui dit, le gars il vend des voitures, est-ce qu'il a l'énergie? Bon, bien sûr qu'ils ont l'énergie. Ils sont incroyables en fait. Incroyables. Mais
la data, c'est-à-dire ce marché, ce micro-marché, ce marché local, c'est la data client qui va te le donner, qui va te dire, tiens, là, il y a peut-être un besoin pour, j'en sais rien, des scooters électriques, des offres. Ça peut aller jusqu'au vélo, ça peut aller jusqu'aux trottinettes. Ça pourrait. Mais je pense que Mais nous... plus sur des offres différentes de location de voitures, longue durée, des choses comme ça. Je vais le dire un peu très clairement. Nous pensons que l'automobile restera l'objet number one. Donc, en fait, on veut passer de l'automobile à l'automobilité. Et en fait, il se peut que, à un moment donné, je puisse vouloir une trottinette, je puisse vouloir un vélo, scooter. Un scooter. Okay, d'accord, ça va rester en fait une partie infime de cet besoin. Je comprends. Nous ne voulons pas adresser tout le spectre de la mobilité. Ça serait trop, trop orgueilleux de notre part, mais nous voulons tout le spectre de l'automobile. Voilà, tout le spectre de l'automobile. Et donc c'est pour ça que tu rachètes une compagnie de VTC. Oui. Voilà. Qu'on a racheté. Marcel. Et puis, je peux aussi dire que nous venons d'acheter en fait une auto-école en ligne, un Voiture Simone. Ça alors. Voilà, parce qu'en fait, on pense. Mais je les connais bien en plus en Voiture Simone. Et donc tout ça en fait partie d'un écosystème que nous sommes en train de créer pour faire en sorte que nous puissions adresser le marché convenablement. Je dis d'un mot en Voiture Simone. Alors bon, le nom est un peu provocateur, mais c'était très intéressant parce qu'il y a une vraie réflexion pédagogique dans le projet dans Voiture Simone et ça m'avait beaucoup intéressé. Ça le reste, à côté d'Ornicar, à côté de tout ça, voilà. C'est le deuxième opérateur du marché de plateforme. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Ah ouais. Donc il y a une vraie pensée. Donc en fait, c'est l'automobile, hop, sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Et tous les besoins qui sont liés. Et y compris l'entretien, quand même. Le bon vieil entretien, ça reste la base. Ça restera quelque chose d'extrêmement important. Mais l'entretien en mobilité, c'est-à-dire là aussi, il y a une plateformisation, la capacité de la concession. En gros, moi, dans mon idée de boomer, tu vas apporter ta voiture chez le concessionnaire pour qu'il l'entretienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il peut venir jusqu'à moi pour l'entretenir chez moi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de l'entretien quand on achète une voiture en fait, pour 3 ans, 4 ans. Enfin, on ne sait pas quel est le temps qu'on va posséder le bien. Demain, on fera l'entretien aussi pour les offres d'abonnement. Ouais. C'est-à-dire quand vous prenez une voiture à 6 mois et que vous la rendez, la voiture aura besoin effectivement de quelque chose en termes de service, parce que le client qui va la reprendre après, il faut que la voiture soit propre, soit nickel, et que le client puisse être en toute confiance à son volant. Donc en fait, il y a un vrai regard sur comment éteindre les métiers de la distribution, et c'est pour ça que je dis que, bon, il n'y a pas contre, chacun a son rôle. Le constructeur, Stéphane, juste, si je peux juste dire, le constructeur en fait a un rôle extrêmement important et peut-être le plus important de tous. Parce que si nous voulons passer en fait de 7% de véhicules électriques aujourd'hui dans le monde à ce qui est prévu en fait 2/3 de véhicules électriques en 2035, il faut que non seulement on en produise plus, mais que les objets de mobilité évoluent. Ils évoluent en propreté, ils évoluent non pas seulement dans le moteur, mais dans la façon dont il est fabriqué, dans la façon dont les pièces arrivent, non pas de la Chine, en faisant en fait de l'empreinte carbone à tout va, que la fin de vie des objets soit pensée, que la fin de vie des batteries soit pensée. Donc le constructeur a un enjeu colossal devant eux. Ensuite, après... Et donc toi tu dis, ça leur restera l'énergie. Concentrez-vous là-dessus. Voilà. T'as tout compris. Mais tu vois que Volkswagen fait une offre sur Europcar. Oui. Tu te rends compte qu'ils sont dans la même réflexion que toi quand même. Tout à fait. Et ça, c'est un truc, par exemple, alors évidemment, c'est trop gros aujourd'hui pour vous, Europcar, mais dans le mindset, c'est quelque chose, c'est une cible qui pourrait vous intéresser, par exemple. La location longue durée. Et dans notre spectre. Ouais. Et d'ailleurs, on le fait déjà dans certaines de nos concessions. On est en train de faire des tests sur des locations à courte durée, c'est-à-dire la journée, la semaine, jusqu'au mois, et après des offres qui iront au-delà. C'est très intéressant tout ça. Très intéressant. Bon bonne route, Carlos. Voilà. Merci Stéphane. Carlos Gomez, donc le directeur général de Buy My Car, était notre invité sur Bismart.